Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour écouter Ophélie, qui va nous parler des douleurs chroniques. Elle a plusieurs casquettes, et si elle va surtout nous parler aujourd'hui de son expérience personnelle avec le sujet, parce que c'est un peu le principe de l'émission Parole des concernés, elle pourra aussi nous parler, au passage, de l'accompagnement des autres qu'elle peut réaliser, et des liens aussi qu'elle peut faire entre les douleurs chroniques et le processus de deuil. Je m'excuse d'avance pour la qualité du son, parce que pendant l'enregistrement, en fait, j'avais pas mon micro habituel, donc du coup j'ai dû enregistrer avec un micro de qualité inférieure. J'ai fait de mon mieux au montage pour rendre le son le plus agréable possible, mais honnêtement, je vous assure que ce que Ophélie a à dire est vachement intéressant et ça vaut largement la peine de passer outre ce petit problème technique. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Ophélie. Bonjour Robin. Comment tu veux te présenter aujourd'hui ? Comme Ophélie, jeune femme de 30 ans qui travaille dans la santé mentale et qui vient partager son expérience sur les douleurs chroniques et son vécu. Ok. Tu viens en tant que personne qui expérimente les douleurs chroniques. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la relation et l'expérience que tu as avec les douleurs chroniques ? Elle est sacrément évolutive, elle dépend beaucoup de comment je me sens dans ma tête, comment je me sens dans mon corps. Et je vois bien qu'elle évolue aussi avec les rencontres que je fais, les expériences, que ce soit des expériences désagréables ou des expériences agréables. Tu dis que ça évolue, ça veut dire dans le bon sens, dans le mauvais sens, ou ça dépend ? Ça dépend. Parfois, y a des portes qui s'ouvrent vers quelque chose de plus confortable, et parfois c'est l'inverse, c'est plutôt des portes qui se ferment et je reviens vers des expériences plus inconfortables. Comment tu vis ça, ces fluctuations ? Je trouve que c'est le plus dur, parce que ça demande une adaptation au réel, au présent, en permanence. Du coup, ça demande aussi un sacré force d'accueil et d'acceptation dans les moments où ça va bien comme dans les moments où ça va moins bien. Ce que je comprends de ce que tu dis là, c'est que un des aspects de la douleur chronique telle que tu l'expérimentes, c'est qu'il n'y a pas une recette miracle qui marche tout le temps. Il y a des recettes, des fois ça marche, des fois ça marche plus. Des trucs, à un moment ça marche pas et après ça peut marcher. Ouais. En fait, on doit un peu faire preuve de souplesse parce que de toute façon on n'a pas le choix. Ouais, moi j'appelle ça naviguer. Naviguer Avec un bateau qui parfois est capable de traverser des tempêtes, et puis parfois ça prend un peu l'eau, quoi. Et puis du coup faut accepter de mettre les bouées, de sortir les rames et de traverser la tempête différemment qu'on l'a fait hier ou qu'on le fera demain, quand il y a des tempêtes. Tu fais avec quelque chose qui dépend pas de toi, en fait. Tu t'adaptes. Je mets de l'énergie là où ça dépend de moi. Et le reste, j'essaye de m'adapter avec ce qui est pas de mon ressort, en fait. Il y a des choses sur lesquelles il y a des douleurs sur lesquelles j'ai plus de marge de manœuvre, où j'arrive plus à pouvoir réduire la douleur en faisant un exercice de respiration ou d'étirement ou une façon de m'alimenter ou des choses comme ça. Et puis il y en a où je me sens terriblement impuissante et où je peux juste accueillir que là j'ai plus de ressort à un instant T, tout en sachant que voilà, c'est fluctuant et que ça va pas être forcément que ça va pas durer, que ça va passer. C'est une phrase que je me répète souvent. C'est une vague, c'est comme la vie, ça va passer, comme les émotions. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou pas sur nous aider à nous représenter de quel genre de douleur on parle ? Est-ce que c'est des douleurs dans le pied, des douleurs dans le ventre, des douleurs à 1 sur 10, à 10 sur 10 Est-ce que ça pique, est-ce que ça brûle ? Est-ce que ça dépend ? Ça dépend. C'est un peu le propre des douleurs, et encore plus des douleurs chroniques, c'est que c'est très subjectif. Bien sûr, il y a une façon de normer, dans le sens d'évaluer la douleur. Essayer de quantifier le subjectif. Voilà, c'est ça.
Ça reste quantifié du subjectif. Ouais. Moi, en tout cas, les douleurs auxquelles je parle, c'est des douleurs qui sont supérieures à une intensité à 8 sur 10. En tout cas, c'est celles qui m'handicapent le plus au quotidien. Et du coup, c'est des douleurs qui me rendent moins fonctionnelle, qui me font perdre de l'autonomie dans mon quotidien de femme, que ce soit de l'autonomie pour travailler, ou de l'autonomie pour faire des tâches ménagères, ou prendre soin de moi, me doucher, etc. Et après, le type de douleur, il est très dépendant de qu'est-ce qui va se manifester. J'ai une image souvent dans la tête où c'est comme si le matin, c'est comme s'il y avait des petits bonhommes la nuit qui se réunissaient et qui faisaient un choix de demain matin c'est là où on va l'embêter et c'est là où elle va avoir mal. Et en fait parfois je vais avoir des douleurs qui sont liées à des problématiques de dos, donc ça va être dans le bras, ça peut être des chocs électriques, ça peut être comme quelque chose qui se bloque et qui se contracte très très fort et qui se détend pas, quoi. Et j'ai aussi des douleurs qui se manifestent plus comme des coups de poignard dans le ventre et qui sont liées, enfin j'ai pas de problème à en parler, qui sont là liées à ce qu'on appelle ce qui s'appelle l'adénomiose, qui est une forme d'endométriose. Et donc c'est des douleurs abdominopelviennes qui peuvent générer de grosses contractions au niveau de la ceinture abdominale. D'accord, donc il y a plein de trucs différents. Oui, la particularité c'est quand ça dépasse, pour moi en tout cas, quand ça dépasse 8 sur 10, ça devient une douleur qu'on appelle neuropathique, c'est-à-dire que le cerveau, il est parfois plus capable en fait de gérer le stimulus de l'influx nerveux de la douleur. Et ça m'est arrivé des fois d'avoir mal à des endroits où je suis pas censée avoir mal, juste parce qu'en fait c'est trop au niveau du vécu de la douleur, ça sature en fait. Et donc ça sature et du coup le cerveau il hallucine des douleurs là où il y a pas de problème. Bah du coup ouais, il envoie des influx électriques et nerveux à des endroits où je suis pas censée avoir mal. Et genre c'est des endroits random ou c'est proche de la zone Ça peut être des endroits random. Ça m'est pas arrivé souvent. Et c'est quelque chose en tout cas que pour avoir pu partager avec des personnes qui vivent aussi des douleurs chroniques au quotidien qui est assez fréquent. Est-ce que, je sais pas, moi je dis ça parce que je connais pas grand chose et j'ai juste regardé Dr House. Désolé, j'ai des références comme je peux. Dr House, dans la série, quand il a très très mal à la jambe, il essaie de détourner l'attention de son cerveau en se faisant mal ailleurs. Est-ce que tu crois que ça pourrait être un truc un peu comme ça, genre le cerveau quand il pète un câble à force d'avoir mal, il crée une douleur ailleurs pour distraire, ou ça n'a rien à voir avec ça? C'est pas comme ça que je l'expliquerai, mais je suis pas une spécialiste de comment ça se passe au niveau physiologique. Moi je le vois juste dans une forme de t'as tellement mal à un endroit en fait que du coup il y a plus l'influx électrique, il circule plus de la même façon dans le corps, et un peu comme un ordinateur qui shut down, quoi, tu vois. D'accord, et qui du coup va sortir, je sais pas, va allumer des programmes, va se mettre en veille, éteindre. Enfin c'est comme si d'un coup il y avait un bug du système, quoi. En fait les influx nerveux sont interprétés différemment peut-être, et c'est ça. Et du coup on va expérimenter des douleurs fantômes ou un truc comme ça. Ok. Donc tu dirais que les douleurs que tu expérimentes, ces douleurs chroniques, elles ont une cause physiologique. C'est genre quelque chose au niveau de tes organes, au niveau de ton système nerveux qui génère de la douleur. En tout cas, il y a un message de douleur qui est envoyé à mon système, au cerveau. Ok. Je te pose la question parce que c'est un prétexte pour essayer de définir comment est-ce qu'on peut distinguer les douleurs, la douleur physique et la douleur morale. Parce que il y a beaucoup de gens, j'ai plein de patients qui, j'en ai un la semaine dernière qui m'expliquait, j'ai découvert ce qu'est la douleur morale à 30 ans, quand j'ai eu une dépression, et en fait, c'était horrible, quoi, en gros, et il ne savait pas ce que c'était avant. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est pas forcément clair pour tout le monde, ce qu'on appelle la douleur morale, une douleur qui n'est pas liée à un truc physiologique. Du coup, est-ce que toi, t'as de la clarté sur, justement, la différence entre douleur physique et douleur morale? Parce que... Dans les douleurs chroniques, les facteurs en fait ils sont multiples sur d'où vient la douleur et comment elle se manifeste.
Et il y a un aspect, alors j'utilise pas le terme de douleur morale, mais il y a un aspect psychologique, ouais. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance psychique associée à la douleur chronique, et une maladie en fait. La douleur chronique est une maladie, t'as les différentes maladies, les différentes douleurs, etc. Mais la douleur chronique en tant que telle, c'est une pathologie, parce que ça vient dérégler tout le système nerveux, etc. Et le dérèglement, il se fait aussi parce que il y a une souffrance psychique associée, il y a tout d'un coup, il y a un environnement et un système qui se met en marche, qui vient transformer l'expérience de la douleur de l'individu. Et dans ce cadre-là, moi je peux pas dissocier la douleur morale, la douleur physique dans la douleur chronique, si je reprends les douleurs morales. Oui, il y a une intrication entre les deux. Ouais, c'est-à-dire il y a une phrase qui me vient souvent, c'est pas dans la tête. Et souvent ce que j'ai envie de répondre, c'est oui et non. C'est dans la tête et c'est dans le corps. Et les deux sont liés de façon très forte. De toute façon, quand on y réfléchit, c'est vrai que ça n'a pas de sens de dire douleur morale, parce que la morale, ça renvoie à des règles, des dogmes, alors que on pourrait dire douleur psychique, à la limite, mais souvent c'est un peu confondu dans le milieu de la santé. Ok, donc il y a une composante psychique à la douleur, quand bien même la douleur aurait un ancrage physiologique. Ouais. Ouais, bien sûr. En fait, on en parlait un peu tout à l'heure, il y a la sensation, l'expérience émotionnelle liée à l'activation du système nerveux, mais après il y a le récit qui vient par-dessus. Oui. La manière dont cette expérience, dont cette sensation, elle va être symbolisée, elle va être intégrée, et c'est la façon dont on l'interprète, dont on la met en récit, ça va peut-être parfois amplifier ou atténuer en fonction... Oui, et il y a l'environnement dans lequel elle intervient. Il y a le contexte. Le contexte. Le fameux contexte. Merci. Qu'est-ce que tu veux dire par le contexte autour ? C'est quoi le contexte ? Alors, je me rappelle plus de la théorie le modèle de la douleur chronique, mais en tout cas, quand je parle moi là de contexte, je pense à ma relation avec les différents aspects de ma vie. Ça va être le contexte, par exemple, quand je vais être en relation professionnelle, le contexte familial, les proches, et aussi la relation directe avec l'environnement. Si je suis dans un train ou dans la rue, en train de marcher ou à vélo, etc. Tout ça, et que je vais avoir une douleur, l'espace dans lequel je me trouve va venir influer la façon dont je vais réagir en fait à cette douleur. C'est clair ? Oui, c'est l'environnement physique où tu es, les gens avec qui tu es, tout ça va... Et comment je me sens dans ma tête aussi, ça influence beaucoup. Ouais, est-ce que je viens de vivre, est-ce que je suis dans un environnement où je me sens bien, ou au contraire dans un environnement où je suis mal à l'aise, où j'ai du stress, ou de l'anxiété, enfin voilà, tout ça, ça influence, notamment tout ce qui est stress, etc., ça influence beaucoup l'apparition des douleurs, c'est un facteur de vulnérabilité en fait, sur la douleur chronique. C'est ça, d'accord, dans ma tête j'étais en train de me dire... c'est pas un facteur de protection, c'est un facteur de vulnérabilité. Il y a des circonstances qui rendent plus vulnérables ou plus sensibles à la douleur, en fait. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est que la kinésiophobie ? La kinésiophobie, c'est la peur de bouger, la peur de se mettre en mouvement, de peur que ça déclenche des douleurs, ou d'aggraver la sensation d'inconfort ou de douleur. Et du coup, on fait quoi ? On reste en boule ? Je sais pas ce qu'on fait. En tout cas, c'est quelque chose avec laquelle je jongle au quotidien, un peu comme sur une ligne de crête ou un fil de funambule, à trouver le juste milieu entre ne pas bouger ou ne pas être en mouvement sur des moments où j'ai très très mal pour protéger et reposer mon corps, et mettre du mouvement et de l'activité pour pouvoir c'est pas très clair ce que je dis, désolée. Mais si, c'est clair.
En gros, tu es sur un fil entre te préserver pour pas souffrir, en gros, et au contraire, te mettre en mouvement en acceptant, entre guillemets, que peut-être il y aura de l'inconfort, mais que ce mouvement vaut la peine quand même d'être fait, quand bien même il sera inconfortable. Ouais. Et donc l'enjeu, c'est une sorte de balance bénéfice-risque entre combien est-ce que je me sens disposé à gérer comme inconfort, et à quel point est-ce que là j'ai besoin de prendre soin de moi, de me protéger et de m'écouter, quoi. Oui. Du coup, on parlait de kinésiophobie. La kinésiophobie, c'est vraiment un symptôme dans la douleur chronique qui est plutôt un cercle vicieux qui va amener à éviter, en fait, du coup, le mouvement et de bouger et du coup, à s'isoler, parfois relationnellement, socialement. Et ça génère, en fait, du coup, de moins en moins de mouvement. Et donc, ça génère de plus en plus de souffrance dès qu'on va mettre le corps en mouvement. Donc il y a un cercle vicieux, il y a un cercle vertueux et il y a un juste milieu à trouver, chacun à son rythme. Et personnellement, je l'ai pas encore trouvé, donc je peux pas dire voilà, j'ai pas de solution miracle. Je pense que c'est vraiment comme le cheminement personnel en santé mentale, c'est vraiment un cheminement de toute une vie, puisque la douleur évolue. Et mon rapport à la douleur évolue tout au long de la vie. Je repensais à ce que disait Sarah dans l'autre épisode, PC1, là, c'était où elle disait que au final, ce qui l'avait aidé, c'est qu'elle avait appris avec le temps à comprendre comment elle fonctionne personnellement dans sa propre vie, avec son corps, avec son psychisme, et j'ai l'impression que peut-être... dans la douleur chronique, en fait, je me rends compte que depuis le début, là, qu'on discute, j'ai un ton un peu léger, un peu comme si je prenais les choses à la légère. J'ai bien conscience que c'est pas un sujet forcément léger en soi ou léger pour tout le monde, parce que justement, la douleur, c'est quelque chose de, qui nous met à mal psychiquement, c'est difficile, ça demande, ça nous challenge, quoi, en gros. Et justement, toute la difficulté, c'est de trouver un espace où on peut accéder à une forme de jouissance, une forme de joie, malgré le fait que, oui, il y a de la douleur. Et la question, c'est comment est-ce que je peux vivre, sachant qu'il y a de la douleur, oui. Et en gros, ne pas qu'il y ait que de la douleur, mais qu'il y ait aussi de la place pour autre chose. Très souvent, les gens pour les douleurs chroniques, ils sont aussi un peu, parfois, en errance médicale, où ils sont confrontés à l'impuissance de certains médecins, à l'impuissance du corps médical, ce qui peut être d'autant plus frustrant et d'autant plus inconfortable que du coup, on a l'impression que on doit se démerder tout seul et trouver nos propres solutions. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs chroniques et qui vont se tourner vers toutes sortes de pratiques alternatives, plus ou moins perchées, plus ou moins, voilà. Et que c'est une façon d'essayer de retrouver de la puissance, de retrouver de la marge de manœuvre face à quelque chose qui nous rend impuissants et qui parfois nous rend instables psychiquement, en fait. On va dire que techniquement le cerveau humain est pas fait pour avoir mal tout le temps, quoi. Et quand on a mal tout le temps alors qu'on n'est pas fait pour ça, ça peut nous fragiliser psychiquement, quoi. Et l'enjeu, c'est effectivement comment on fait pour retrouver de la marge de manœuvre et de la puissance. Oui, la vulnérabilité psychique, elle est importante, notamment dans les moments où ça va pas, parce que c'est un coût cognitif en fait de fonctionner, c'est un coût psychique, un coût cognitif de fonctionner avec la douleur quand on est dans la lutte. Moi, je mesure la différence vraiment dans une journée où je vais avoir un peu mal, où je vais pouvoir finalement fonctionner avec légèreté et pas vraiment m'attacher, pas devoir être dans une forme de contrôle ou de devoir le mot c'est vraiment lutter. Alors ça va dépendre de l'intensité de la douleur, mais ça dépend aussi de ma capacité à faire face ou à accepter la situation. Tout dépend comment je me sens.
Et tu parlais du rapport aux médecins, au personnel médical, etc. Pour moi, c'est un aspect qui est très lourd, en tout cas qui a pu l'être à certains moments, et qui pèse beaucoup aussi sur la possibilité d'accepter en fait la situation. Je veux dire par là, j'ai un exemple très concret qui date d'il y a plusieurs mois, où j'avais des grosses douleurs au point où du coup psychiquement j'étais très impactée. Quand je vais voir le médecin et que le retour qu'il m'est fait c'est vous avez un symptôme anxio-dépressif, à ce moment-là je réagis pas, mais j'ai vraiment qu'une envie, c'est de lui dire que en fait c'est pas de ce type de retour dont j'ai besoin, et j'ai la chance d'être accompagnée par des professionnels avec qui j'ai pu verbaliser ça en disant mais en fait certes vous êtes impuissant à m'offrir parfois de la diminution de douleur, du réconfort médicamenteux pour pouvoir souffler, etc. Mais par contre vous pouvez me soutenir, m'accompagner et me dire que je suis courageuse et que on va y arriver ensemble en fait. Et c'est en tout cas aujourd'hui c'est de ça dont j'ai besoin dans les moments où je vais voir un médecin. Je sais bien qu'il n'y a pas de solution miracle, mais quand je vais voir un médecin c'est que je suis face à des difficultés qui sont plus grande que celle que j'ai l'habitude de traverser, donc j'ai besoin de soutien et j'ai besoin d'être vue dans ce que je vis, et juste d'avoir un retour on va essayer autre chose, on va changer de traitement, est-ce que vous avez essayé ça, ou l'alimentation, ou je peux vous envoyer vers ce professionnel, voilà, c'est assez important. En gros, t'as besoin d'une attitude positive. Oui. D'encouragement, de validation de ce que tu vis, et de garder un état d'esprit même si on a essayé plein de trucs, il y a d'autres solutions, on peut toujours tenter des trucs, on peut toujours mettre en place des choses, et on garde une sorte de dynamisme dans le process on est une équipe et on avance ensemble, quoi. Ouais. Et de reconnaissance c'est dur en fait. Ouais, est-ce que certes ne pas être dans la hiérarchisation des douleurs et d'avoir quelqu'un en face de moi qui fait ok je mesure peut-être pas la douleur que vous traversez, je sais pas dans quelle mesure ça vient vous impacter, etc. Même si il y a des questionnaires qui existent pour ça, et heureusement, parce que je pense que ça aide beaucoup le corps médical à pouvoir accompagner et soutenir au mieux dans la question des douleurs, qu'elles soient chroniques ou non. Mais de pouvoir être vraiment dans le soutien en fait, et l'accompagnement même dans leur impuissance, je veux dire c'est ok, c'est pas des magiciens quoi. Comme en santé mentale on n'est pas des magiciens, on peut pas tout guérir d'un claquement de doigts, même si je pense moi ça me plairait bien parfois, mais voilà. C'est sûr. Est-ce que tu peux nous parler du lien qu'il peut y avoir entre la douleur chronique et le processus de deuil, s'il y a un lien? Ouais. Un des aspects du deuil, c'est le fait de processer de cheminer sur les projets qu'on n'aura plus, qu'on pourra plus faire, etc. Mm-hmm. C'est un peu la même chose on parle aussi de processus de deuil dans le handicap. Donc je pense qu'on peut retrouver des liens entre les deux. Il y a beaucoup de choses j'ai tellement de liens dans ma tête parce que c'est une partie de mon métier de travailler dans le deuil. Du coup, j'essaye de synthétiser. Est-ce que tu considères que la douleur chronique telle que tu l'expérimentes, c'est un handicap? Ou est-ce que tu dirais pas ça? Moi, je pense que c'est un handicap. Ça ne me définit pas, mais en tout cas dans le fonctionnement de la société aujourd'hui, si je veux m'intégrer et que je veux pouvoir travailler, etc., c'est un handicap. Après, si c'était une société différente, etc., est-ce que ça serait considéré comme un handicap? Je sais pas. Ça dépend de la façon dont
de la façon dont c'est finalement pris en compte d'un point de vue du collectif. Oui, tu peux dire comment le contexte va modifier la situation de handicap ou non, quoi. C'est ça. Effectivement, si tu vis en Belgique, tu es moins en situation de handicap avec un fauteuil roulant que si tu vis dans les montagnes. Par exemple, ou même si tu vis en France. Ouais. Sur certains aspects. Et après, ça dépend aussi du type de handicap. Ouais. Moi, j'ai un handicap qui est considéré comme un handicap moteur. C'est-à-dire, je vais avoir des difficultés à me déplacer, à faire certains mouvements, etc. Et donc, est-ce que tu es reconnu pour ça par l'État? Oui. D'accord. Donc, RQTH, tout ça? Oui. Ok. Et c'est quelque chose enfin, c'est aussi un processus d'accepter de prendre cette place-là, à cet endroit-là, que ça vienne me soutenir, par exemple, dans les transports en commun ou pour voyager, de pouvoir accéder accéder à une vie sociale et culturelle parce que je vais pas avoir besoin de attendre dans une file d'attente et que je pourrais pas me le permettre si je devais le faire, etc. Oui, c'est pas juste un privilège fourni par une carte de l'État, c'est dans la réalité, tu ne pourrais pas de toute façon attendre dans cette file. Oui, je pourrais. Ce serait physiquement impossible. Du coup, je devrais ne pas faire en fait. Oui. Ou alors faire des choix et du coup faire ça, mais pas autre chose. S'il y avait pas ce genre d'aménagement prévu par l'État, en fait, il y a des choses que tu pourrais pas faire du tout. Oui. Que tu peux faire parce que justement il y a une reconnaissance qui te donne accès à un truc qui rend possible ça en fait. Oui. Parce qu'effectivement, moi je te côtoyer, on se voit pas souvent en vrai, mais on échange régulièrement et je vois bien qu'il y a plein de moments où en fait tu es contrainte de prendre une charge mentale qui est prendre en compte certains fonctionnements, certains déplacements, certaines distances, notamment à pied, etc. Parce qu'en fait, si tu prends pas ça en compte, tu risques de te retrouver en difficulté et ça va être un gros problème à gérer. Du coup, ça t'oblige à anticiper pour justement planifier les choses et que ça se passe bien pour toi et que tu puisses respecter ton corps et son fonctionnement, etc., quoi. Et donc, quelque part, c'est une charge cognitive aussi, une source de fatigue mentale aussi. Oui. En fait. Mais en même temps, vu que tu organises ces trucs-là et que tu es plutôt consciencieuse dans la prise en compte de ça, ça te permet de faire plein de trucs. Parce que justement, tu t'organises pour que ce soit possible. Ouais. C'est mettre de l'énergie à l'endroit où ça a du sens pour moi. Mmh. Donc il y a des choses sur lesquelles je vais pas être très regardante parce que ça n'a pas de sens de mettre. J'essaye de chercher un exemple en même temps. Oui, par exemple, globalement, si je dois, je sais pas, faire un musée, c'est en intérieur. En général, ils ont des endroits pour s'asseoir, etc. Je vais pas être dans le besoin de planifier, de me dire il faut que je calcule le temps, le machin, etc. Je sais que je vais pouvoir être à mon rythme dans le musée, que je vais pouvoir m'asseoir, que je vais pouvoir prendre le temps dont j'ai besoin, etc. Par contre, si je dois aller d'un point A à un point B et qu'il y a beaucoup d'inconnus, je vais plutôt prendre mes précautions et prendre même une Minerve au cas où j'ai mal, prendre un TENS, c'est un stimulation transcutanée, c'est un appareil comme chez les kinés qui permet en fait de générer des endorphines de façon physiologique. Je rigole parce que vous voyez pas la tête de Robin et qui permet du coup de soulager du coup de cette façon-là les douleurs. Genre, c'est quoi, c'est les électrodes? Ouais, c'est une qui forme génèrent des décharges électriques et du coup ça fait trembler tes muscles et ça génère des endorphines. Ouais, il y a différents protocoles qui existent. Ça s'appuie sur la théorie des portillons pour ceux qui voudront aller chercher un peu plus loin. Mais voilà, ça s'appuie sur les modèles et en fait le modèle de la douleur et donc de pouvoir amener du confort à des endroits où parfois le traitement médicamenteux ne va pas en amener ou pas suffisamment. Et ben. Est-ce qu'il y a des choses dont tu as dû faire le deuil du fait de la douleur chronique? Et de quoi tu as fait le deuil, ou de quoi tu es en train de faire le deuil, ou je sais pas. Alors, il y a des choses dont j'ai dû faire le deuil qui sont pas liées à la douleur, mais qui sont liées à la restriction de mobilité.
Parce qu'on peut avoir un handicap moteur et pas forcément avoir des douleurs chroniques. Je sais pas si ça existe beaucoup, mais je sais que ça existe. Et qui sont beaucoup liées à l'activité sportive. J'étais j'étais quand même très sportive, plus jeune, dans la compétition, j'ai arrêté de nager, enfin, en tout cas en compétition. Et beaucoup lié à la marche, à l'escalade, à tout ce qui était des sports liés à la nature et qui demandent beaucoup d'un point de vue physique. Ce qui ne veut pas dire que je pourrais jamais... Alors la marche, je peux en refaire à petite distance. L'escalade, je pense qu'à terme, éventuellement, il y a des petites choses qui me seraient possibles. Mais pour le moment, c'est vraiment quelque chose que je peux plus faire. Parce que c'est... Le bénéfice-risque est trop important. On va dire. Enfin, le risque est trop important. Je sais pas si ça répond à ta question. Si. En fait, le deuil que j'ai dû faire, et qui est vraiment un deuil qui est pour moi le plus douloureux, c'est une forme de légèreté, de spontanéité dans le vivant en fait, dans le mouvement, de me dire j'ai envie de faire ça, je veux partir. Avant je voyageais beaucoup, je partais en bus, je traversais des pays, etc. Je sais que si je le fais, j'arrive pas en entier de 1000 kilomètres plus loin, quoi. Les conséquences, elles sont réelles, elles sont pas... C'est-à-dire, il se passe quoi, du coup, si tu fais ça, je vais arriver dans le pays, je vais être morte, je vais pas profiter et je vais galérer à retrouver une stabilité au niveau en tout cas suffisamment, avec des douleurs, avec une intensité ok pour pouvoir... imaginons, je sais pas si j'ai envie de visiter la ville, si j'ai envie de... D'accord. Donc là, si tu partais sans réfléchir, en fait, tu serais au bout de ta vie en arrivant et tu pourrais juste pas voyager, en fait. Enfin, tu serais ça serait pas une expérience très agréable, quoi. D'accord. Ok. C'est possible. Ouais. Mais ça a des conséquences. Donc, personnellement, ça, c'est quelque chose dont j'ai fait un peu le deuil, quoi. De la spontanéité qui fait que tu dois un minimum anticiper des trucs pour pouvoir en profiter. Et pour pouvoir aussi... la stabilité dans mon vécu des douleurs chroniques, c'est super important. C'est ce qui me permet de me sentir bien dans mon corps et dans ma tête au quotidien. Et donc, quand la vie fait que cette stabilité, elle est un peu bancale, ça vient vaciller, ça c'est ok, je peux l'accueillir, l'accepter, retrouver mon équilibre, etc. Mais si moi, de mon plein gré, je vais décider de partir en sachant que ça va remettre en cause cette stabilité que je galère en fait au quotidien à avoir, ça a pas de sens pour moi, aujourd'hui en tout cas. Je pense qu'il y a des gens qui ont des douleurs chroniques et qui ont choisi de vivre dans cette spontanéité-là et de partir et d'être avec ça au quotidien parce que c'est leur zone de confort et c'est ce qui leur convient. Moi, je peux pas. J'aimerais, mais je m'en sens, en tout cas aujourd'hui, pas capable. Et donc pour l'instant, en tout cas, j'accueille que ça, c'est quelque chose que je peux plus faire. C'est ça que je trouve important. J'hésite entre important ou assez précieux dans ce que tu dis, c'est que t'as pris acte de ça, de la nécessité de t'organiser, de planifier des choses pour pouvoir en profiter, mais surtout j'ai l'impression que t'es dans un stade de ton cheminement où t'as accepté que c'était ça le réel en fait. Que le réel, c'est que tu dois planifier, tu dois anticiper des choses. Et je trouve ça cool de voir que c'est possible d'expérimenter ça de cette façon, avec une certaine forme d'acceptation, parce que j'ai entendu beaucoup de gens me parler de leur douleur chronique, et souvent, c'est arrivé souvent qu'en fait les gens soient dans une forme de révolte envers leur corps, envers eux-mêmes, envers la vie, envers Dieu, parce qu'ils disent mais c'est pas juste en fait, pourquoi moi je dois anticiper, pourquoi moi je dois faire attention alors que tous ces connards n'en ont rien à foutre en fait, tous les valides qui se posent même pas la question parce que de toute façon ils ont pas besoin de se la poser en fait, ils sont pas concernés quoi. Et du coup ça génère souvent un grand sentiment d'injustice et de colère, voire de haine, parce que justement il y a ce sentiment de pourquoi moi en fait, pourquoi ça m'arrive à moi. Et j'ai l'impression que peut-être que t'es passé par là à une période de ta vie, j'en sais rien, mais que là aujourd'hui ce que tu dis ça a l'air d'être un truc un peu plus de l'ordre de ok, oui, ça m'arrive, c'est injuste, etc. Mais en fait, j'ai pas le choix, donc du coup, je trouve un moyen de garder l'accès à une forme de joie, je sais pas.
Alors pour moi, c'est pas linéaire, c'est-à-dire que il y a pas un moment où on passe par là, un moment où on passe par là, il y a des moments où je trouve ça pas juste et où encore aujourd'hui je suis en révolte et c'est en fait ça m'arrive régulièrement, mais dans ces moments-là, en tout cas j'ai l'espace aujourd'hui et les ressources pour accueillir que c'est ça qui est vivant et que c'est la colère, et du coup je vais trouver des espaces pour pouvoir l'exprimer, pour pouvoir notamment par exemple sur des groupes de parole pour les personnes concernées par les maladies que j'ai, c'est des espaces où je vais trouver cette possibilité de partager ça et de me sentir entendue par des pairs PLRS. Elle en parlait aussi, Sarah, de cette paire aidance qui est très importante dans ce qu'elle partageait. Je la retrouve aussi dans l'importance, notamment sur ces questions-là, d'injustice, de trouver les ressources, les bons médecins, voilà, c'est une mine d'or en fait de partager avec des gens qui traversent des pathologies similaires. Et tu parles souvent de faire le choix, etc. Je sais plus comment tu prononces ça. Je sais pas si c'est pas un mot qui me parle en fait. Enfin, il y a quelque chose où en fait, si j'ai le choix, je pourrais vivre en étant tout le temps en colère, en ayant envie d'envoyer bouler les personnes validistes, etc., et d'entretenir ça. En fait, je pourrais le faire. Mais ça a pas de sens dans la façon dont j'ai envie de vivre et de m'investir dans le monde et de relationner avec les gens. Mais je l'ai fait. J'ai été cette femme ou cette jeune je pense qu'il y a des moments où j'ai été révoltée par l'injustice que c'est de plus pouvoir faire les activités que t'as tant aimé faire. Ouais, il y a un côté moi rien qu'en en parlant, je sens que ça me touche, je sens qu'il y a encore ça. Ça me paraît tout à fait humain et c'est important, je pense, de pouvoir accueillir ça, et je trouve ça cool la façon dont tu dis que justement quand il y a ça qui revient, tu peux l'accueillir, que t'as de la bienveillance pour cette colère, parce que tu vois bien qu'elle est légitime et qu'elle a sa place aussi en fait. Et personne va me donner cette légitimité là en fait. C'est ça le plus difficile, parce que au quotidien, même si aujourd'hui je suis entourée de personnes avec lesquelles j'ai des facilités ou pas de difficultés particulières à faire des demandes, à pouvoir exprimer mes problématiques liées au handicap et aux douleurs. En réalité, si je prends pas cette place, personne ne me la donne. Donc ça demande aussi un certain courage de pouvoir, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le milieu personnel, de pouvoir aller dire en fait là ce que vous me proposez c'est une activité que je peux pas faire, et pourtant j'ai envie de partager ce temps avec vous. Comment on peut trouver quelque chose qu'on peut faire ensemble, quoi. Ouais, parce qu'en fait là où ça demande du courage, c'est parce que ça demande de prendre suffisamment ta place pour que parfois le groupe puisse prendre en compte la place que tu prends et s'adapter à la place que tu prends. Et sans avoir la sensation d'être un boulet, ou que les personnes se sentent prises en otage par les besoins. Enfin, ça demande un équilibre permanent et du coup une communication aussi permanente. En fait, ça me rappelle ce que disait une SIA, une femme trans sur Twitter, qui disait la problématique majeure de la transidentité, en fait, c'est comment faire en sorte que les personnes cis acceptent de payer le coût cognitif de prendre en compte l'identité de genre des gens plutôt que d'en avoir rien à foutre parce qu'ils peuvent se le permettre. Et j'ai l'impression que c'est pareil avec la douleur chronique, c'est comment faire en sorte, quand j'ai un fonctionnement qui fait qu'il y a des choses que je peux pas faire, de faire en sorte d'avoir des liens suffisamment de qualité avec les membres du groupe, pour qu'ils aient envie de contribuer à prendre en compte ma vulnérabilité, etc., et qu'ils aient pas l'impression soit d'avoir pitié de moi, ou alors au contraire que je les prends en otage et je suis un tyran qui impose ma loi. Alors que comment faire en sorte que ce soit joyeux pour les autres de contribuer en fait et de s'adapter, et que ce soit pas une contrainte, mais que ce soit un désir de pouvoir faire les choses ensemble, quoi, en prenant en compte les besoins de chacun, quoi. C'est ça. Je pense qu'effectivement c'est pas souvent que j'entends ce genre de truc, et que ce serait bien qu'on en parle plus.
de cet enjeu, que ce soit pas uniquement un truc de gauche, quoi, en mode prendre en compte, être inclusif, machin, tu vois, que ça n'ait pas besoin d'être une revendication politique, mais que ce soit juste la conséquence mécanique de relations humaines de qualité, en fait. Même si j'ai rien contre le côté politisé, machin, mais en fait, tout groupe sain devrait naturellement inclure ce genre de dynamique, en fait. Parce que juste, on se connaît, on se prend en compte les uns les autres, quoi. Je trouve que c'est important aussi de pouvoir aussi s'autoriser à ne pas prendre en compte ce genre de dynamique et reconnaître qu'à cet endroit-là, en fait, on a tous aussi nos limites et que chacun puisse assumer ses limites, en fait, la responsabilité de dire, en fait, là, je peux pas. Et du coup, de pouvoir aussi entendre non, en fait, là, c'est pas possible. Et que chacun puisse aller aussi prendre soin de ses besoins, en dehors de cet espace-là. Je peux donner l'exemple d'aujourd'hui. T'as proposé de venir me chercher à la gare. Et pour moi, certes, c'est une facilité. Et ça m'aide quand quelqu'un vient me chercher, même s'il y a que quelques minutes de marche. Et j'ai aussi pris la responsabilité de je peux marcher encore 8 minutes. Je suis ok avec ce que ça implique de venir en train et voilà. Donc cette espèce de balance aussi d'être à l'écoute de ce qui est vivant chez chacun, en fait. Il s'agit pas de parce qu'on a un handicap que tout le monde doit toujours faciliter la vie pour tout. Ouais, voilà, c'est ça. On peut aussi accepter une certaine partie d'inconfort parce que ça vaut la peine pour l'harmonie du groupe. Il y a un équilibre à trouver, quoi. C'est arrivé à plusieurs reprises que des patients qui ont des douleurs chroniques en viennent à me dire que ils ont tellement mal, ou ils en ont tellement marre d'avoir mal qu'ils en viennent à vouloir mourir ou à envisager de mourir comme une solution possible au problème de la souffrance et des douleurs chroniques. Et du coup, j'aimerais bien te poser la question, qu'est-ce qui fait que toi, alors qu'il y a de la douleur chronique, t'as choisi de vivre avec la douleur? Je m'attache à ne pas vivre ma vie que sous le prisme de la douleur. C'est-à-dire qu'il y a certains jours où je vais mettre les lunettes de la douleur et je vais voir tout en noir et tout en douleur et tout en souffrance. Ces jours-là, c'est les plus difficiles, c'est ceux pour lesquels je vais avoir besoin le plus possible d'avoir du monde autour de moi, d'avoir des gens qui vont me soutenir, m'envoyer des mots doux, avoir des gestes d'attention envers moi, tout en sachant qu'aujourd'hui, en tout cas mon expérience, ma façon, mon vécu m'amène à me dire c'est une vague, ça va passer, je sais que je vais retrouver un éclairci dans ce moment très sombre, même si parfois ce moment très sombre il peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais j'ai vraiment en tout cas j'ai cette j'ai ce fil qui me tient et il me dit bon ok, tu connais, t'as l'expérience, tu sais que ça va passer, quoi. Et je me raccroche à ça. Quand je suis dans les moments où j'ai envie de mourir, je me raccroche à ça. Et je me cache pas du fait que j'ai envie de mourir. Il y a vraiment quelque chose où si à ce moment-là on me pose la question et on me dit si ta vie c'est ça, non, elle vaut pas la peine d'être vécue. Et je sais que ma vie c'est pas ça, en fait, c'est juste un petit bout de toute la vie que j'ai déjà parcourue, et c'est un petit bout de toute la vie qui me reste à parcourir. Donc ça pour moi c'est après la force intérieure à cet endroit-là, et vraiment l'environnement, le contexte joue un rôle très important. Je pense que c'est beaucoup plus difficile d'avoir le discours que j'ai là quand on est isolé socialement, quand on se sent en errance médicale et quand on a vraiment l'impression de plus avoir de solution, en fait. Ça, c'est une réalité. On n'est pas tous logés à la même enseigne dans la capacité de faire face aux douleurs quand elles sont là, de pouvoir les accueillir et les accepter, mais surtout dans ce qui vient nous entourer pour pouvoir traverser ça. Et un aspect qui me semble important, après je travaille dans la santé mentale, ça reste un regard peut-être un peu différent que
parce que basé aussi sur les rencontres que j'ai pu faire, les personnes que j'ai pu accompagner, etc. Mais qui est je sais que le cerveau, il a tendance à retenir que le négatif et à s'accrocher au négatif et à venir alimenter en fait le négatif. Et quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est déjà de me désidentifier en fait à ma douleur, quoi. Je ne suis pas ma douleur, je ne suis pas les pensées dans ma tête, je suis Ophélie. Et c'est pour ça que je me suis présentée d'ailleurs comme Ophélie, parce que en fait c'est ça qui vient qui est au cœur de tout en fait. C'est si j'arrive à pouvoir trouver un espace où je peux retrouver la petite fille joyeuse que j'ai été ou que j'ai envie d'être, etc. En fait je vais pouvoir me connecter à de la beauté, à de la joie. Si j'arrive à me connecter à un souvenir, un moment de bonheur, soit passé, soit futur, soit même dans le présent, avec ce qu'on appelle ce qui est des mini moments moi j'appelle ça des mini moments de bonheur, mais en fait c'est des moments de régulation émotionnelle avec mon chat qui vient ronronner, avec un ami ou un amoureux qu'on prend dans les bras. En fait c'est des moments où on peut juste se connecter à combien ça fait du bien, juste quelques secondes, de pouvoir sortir la tête de l'eau. J'ai la chance, et je trouve que c'est une chance, de travailler dans le veuvage, qui est donc quand on perd l'amour de sa vie. Et ça m'a beaucoup inspiré sur la façon d'accueillir les tracas du quotidien et les choses plus dures comme les douleurs et les souffrances du quotidien. Et notamment j'ai une toupie sur mon bureau. Et cette toupie, je la fais pas souvent tourner, mais je garde en tête que si je la fais tourner, que je me concentre sur la toupie, en fait c'est un moment, je peux vivre un petit moment d'émerveillement de oh, la toupie elle est en train de tourner. Et tout d'un coup, il y a quelque chose où juste d'être focus sur autre chose, en fait, ça laisse un espace pour traverser autre chose. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir aujourd'hui et de curiosité à chercher ces petits moments-là quand ça va pas. Ou à accepter qu'on puisse me les pointer du doigt, qu'on puisse rire de choses qui peuvent paraître banales, mais qu'en fait, qui sont terriblement importantes quand il y a de la souffrance. Donc, je peux donner un exemple encore plus concret. Je pense par exemple dans les moments où je suis vraiment en perte d'autonomie et où je peux plus me doucher toute seule. Il y a un aspect très dur à cette perte d'autonomie quand t'as 30 ans. En fait, j'arrive à me dire, en fait, ok, je suis plus en capacité de me laver les cheveux par exemple toute seule. Mais qu'est-ce que c'est agréable de se faire laver les cheveux. Certes, c'est dans un moment où c'est dur, où il y a un côté très difficile d'une réalité qui est inacceptable. Il y a presque quelque chose qui peut être déshumanisant d'une perte d'autonomie, où on n'est plus capable de se laver seul. Et en même temps, en fait, c'est agréable de se faire gratter la tête. Enfin, pardon, j'en parle avec beaucoup de légèreté. Je sais que c'est douloureux et c'est des moments aussi où je vais peut-être pleurer, lâcher une larme, etc. Mais c'est aussi des moments où je vais me dire, en fait, c'est ça qui est là. Donc soit je le vis dans un truc qui est dramatique et qui est tragique et qui est horrible, soit je le vis dans quelque chose qui est profitons. Mais, je pense que ça peut choquer des personnes qui vivent des douleurs chroniques que je puisse en parler comme ça. Et je peux le comprendre, parce que c'est pas facile pour moi d'en parler comme ça. Et en même temps, je pense que c'est important, en fait, de pouvoir le dire, qu'on n'est pas obligé de vivre un handicap, de vivre des douleurs, de vivre une perte d'autonomie dans la tristesse et la tragédie, quoi. Et que, au contraire, il y a besoin de douceur, il y a besoin de légèreté dans ces endroits-là. Carrément. Je trouve ça trop cool de savoir que ça existe, en fait. Ça se trouve, il y a des gens qui ont jamais envisagé que c'était possible de jouir du fait à un moment donné, de pas pouvoir se laver les cheveux en mode, ok, du coup, tu vas me les laver, et du coup, je vais bien kiffer, je vais profiter de, voilà, je fais rien, et c'est toi qui fais tout, et voilà. Ça me rappelle, dans une moindre mesure, évidemment,
une femme qui est enceinte. Voilà, ma compagne, elle est enceinte de 6 mois. Bon, ça va, 6 mois, mais il y a des trucs qu'elle peut plus trop faire, moins qu'avant, etc. Et j'ai l'impression que quand une femme est enceinte, c'est un des rares moments où on a le droit de dépendre et que c'est bien vu, en fait, socialement, c'est accepté. Et du coup, c'est bien vu que ce soit le mec qui fasse les lacets de sa copine, qui lui porte tout, qui fasse toutes les courses, qui monte les machins. Tu vois, là, pendant 3 mois, je vais monter les sacs parce que du coup, il y a 3 étages sans ascenseur. Et tu vois, c'est normal, en fait. C'est socialement accepté d'en rire et d'en le plaisanter. Et j'ai l'impression que quand on parle de handicap, c'est-à-dire de physique, etc., souvent, il y a un stigmate associé à ça qui est, bah voilà, c'est péjoratif et du coup, on a honte. Et du coup, vu qu'on a honte, on peut pas être fier, on peut pas assumer, on peut pas jouir de ça. Et je trouve que là, ce que tu dis, c'est cool parce que ça veut dire qu'il y a la possibilité de retrouver le chemin de la jouissance, même dans la dépendance ou le handicap, parce que justement, ça peut être l'occasion de jouer avec ça. Et je trouve ça trop cool de savoir que c'est un chemin possible qu'on peut emprunter, parfois, de trouver le chemin de la joie et du jeu, en fait. Et surtout, ça peut être un jeu pour l'autre aussi, en fait. Tu vois, je pense à Marshall Rosenberg dans Les mots sur des fenêtres, je crois, ou un autre bouquin qu'il a écrit, où il raconte que un des trucs qui a fondé son intérêt pour la non-violence, c'était de voir son oncle qui, je crois, venait s'occuper de sa grand-mère ou de sa mère ou je sais pas trop quoi. Sa grand-mère, je crois, quand il était petit. Et en fait, il était bouleversé de voir l'amour avec lequel son oncle s'occupait de sa propre mère à lui, et de voir à quel point il avait de la joie à aider sa grand-mère, à faire sa toilette, etc. Et à quel point c'était pas un fardeau ou une contrainte, mais qu'il vivait comme un cadeau, en fait, d'avoir l'opportunité de prendre soin. Et du coup, ça peut être joyeux aussi, en fait, tu vois. De la même manière que moi, j'ai vu des soignants en EHPAD ou des trucs comme ça, qui adoraient faire des groupes ou s'occuper des personnes âgées, etc. Et ils ne le vivaient pas comme un travail alimentaire chiant, etc. Non, ils kiffaient y aller, ils y allaient avec joie, et c'était bon pour eux. Et les résidents s'éclataient aussi, et c'était cool, et ils rigolaient ensemble, et il y a de la complicité, il y a de la légèreté, il y a de l'innocence, il y a quelque chose de pur qui circule. Et ça existe en fait. C'est pas juste dans les films, c'est aussi la réalité de ce que certaines personnes vont apporter dans la dynamique, vont incarner. Et j'ai l'impression que ce que tu es en train de dire là, c'est que parfois tu peux aussi, en fait, à ta façon, amener du jeu et de la légèreté dans une situation qui, dans d'autres contextes, dans d'autres moments, pourrait être vécue comme horriblement insupportable et honteuse et culpabilisante. Et en fait, pas forcément, quoi. Ça peut être autre chose aussi. Mm. Tout à l'heure, tu me disais que tu te poses la question parfois le soir, est-ce que je suis heureuse ? Ouais, c'est un peu la question que je me pose quand je sens que c'est dur. Du coup, je me pose la question en fait, est-ce que c'est ok pour moi de poursuivre mon chemin de vie, quoi. Et la réponse, pour l'instant, elle est positive. J'espère qu'elle le sera encore longtemps. En tout cas, je me le souhaite. Mais je trouve que c'est une question... En fait, pour moi, c'est une question presque fondamentale, en fait. Oui, c'est une question fondamentale de est-ce que ça a du sens pour moi de continuer à vivre, de partager des moments avec les gens qui sont autour de moi. Est-ce que j'aime ma vie, quoi, quelque part, même si parfois elle est difficile, même si je la trouve injuste, même si je peux me révolter de certaines choses. Et je sais pas trop ce que je mets derrière heureuse, mais en tout cas j'ai encore de la joie à me lever le matin. C'est jamais la même intensité chaque matin. Voilà. Mais ouais, c'est souvent une question que je me pose dans le sens je trouve que c'est une question qui est importante aussi, qui me ramène à est-ce que ce que je fais, enfin est-ce que l'énergie que je mets, est-ce que les actions que j'entreprends, mon engagement, est-ce que ça a du sens pour moi, est-ce que ça répond à mes valeurs, est-ce que ça répond à ce que j'ai envie d'offrir dans ma vie quotidienne. On est vraiment dans l'acte, enfin dans l'acceptation je sais plus engagement, thérapie d'acceptation et d'engagement. En fait, c'est vraiment quelque chose
qui m'aide et qui me soutient ok. Alors là, je vais mettre de l'énergie à cet endroit-là, bah certes ça va me coûter, mais ça a du sens, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Parce que tout à l'heure je repensais à Carlos Tinoco, qui expliquait dans une vidéo où il parlait de la guerre du Vietnam que la douleur, elle est beaucoup plus facile à accepter quand elle a du sens. Quand une douleur a du sens, par exemple une douleur d'accouchement sans péridurale par exemple, et ben ouais, c'est hyper douloureux, et parfois c'est la plus grande douleur que les femmes expérimentent dans leur vie, mais ça arrive parfois qu'elles choisissent de ne pas faire de péridurale malgré la douleur, parce que ça a du sens, parce qu'elles, quelque part, elles jouissent de la douleur, dans le sens où elles comprennent pourquoi elles ont mal, et elles sont ok d'avoir mal, elles sont consentantes pour avoir mal, entre guillemets. À l'inverse, une douleur qui n'a pas de sens, même si elle est légère, elle sera très difficile à supporter, voire insupportable. Et l'exemple que prend Tinoco, c'était les piqûres de moustiques pendant la guerre du Vietnam. Parce que les soldats qui étaient au Vietnam, c'était une guerre qui était absurde, ils avaient rien à foutre là, ils avaient pas envie d'être là, et du coup, ils supportaient pas qu'il y ait des moustiques les piquent au Vietnam dans les marécages, parce que justement, ils avaient pas envie d'être là, que ça n'avait pas de sens de se battre pour leur pays à cet endroit-là. Alors que d'autres, les Vietnamiens en face, ça avait du sens pour eux de défendre leur pays, alors du coup, ils ont été hyper robustes et endurants, en fait. Et je pense que c'est pareil avec la douleur au quotidien, ou douleur chronique, c'est que l'enjeu, c'est la question du sens, et du coup, ouais, ça pose la question de comment est-ce que toi tu fais pour mettre du sens, pour créer du sens. Est-ce que ça se crée le sens d'ailleurs, ou est-ce que ça se découvre? Je sais pas si c'est une question un peu vaste. Hein. Je crois que je pose pas de sens sur les douleurs en soi, parce que j'ai envie de dire j'ai mal, point. Il y a un truc ok, bah la douleur elle est là, point en fait. Et plus je vais mettre du symbolique dessus, et plus je vais ou du sens ou de la narration, ou voilà, d'un récit, bah plus je vais me focaliser sur la douleur, et donc je vais envoyer des signaux que j'ai pas envie d'envoyer à mon cerveau. Sinon c'est alimenter le cercle vicieux. Donc je vais soit juste être à son contact dans ce qu'on peut faire quand on fait de la relaxation, de juste de la méditation, etc. Enfin de la pleine conscience. Soit je vais aller accueillir, aller faire des choses en accueillant que la douleur est là, et du coup en faisant des choses qui ont du sens pour moi, qui sont utiles. Soit qui sont utiles pour la valeur que j'ai envie d'apporter au monde et que j'ai envie de m'apporter, soit qui sont utiles pour réduire la douleur sur le long terme. Là, une des grandes difficultés dans la douleur chronique, c'est qu'en fait, on est soumis au même principe que le circuit de récompense. C'est-à-dire que quand t'as mal, t'as envie d'avoir moins mal très vite. Et du coup, tu vas mettre en place des stratégies qui vont t'amener à réduire la douleur le plus vite possible. Donc à prendre un médicament, à faire un truc qui fait que t'as moins mal. Mais sur la durée, dans la douleur chronique, ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que c'est tout ce que tu vas pouvoir mettre en place sur la durée qui va t'aider à avoir moins mal sur la durée. Donc ça va être beaucoup l'alimentation, par exemple l'alimentation anti-inflammatoire. Alors ça, je découvre actuellement, mais il y a des aliments, ça c'est propre à chacun aussi, c'est vraiment de l'expérimentation, mais il y a des aliments qui font que je vais avoir plus de douleur. Genre le piment? Genre, chez certaines personnes c'est le lactose, moi j'ai expérimenté le café, ça me fait pas du bien. Parce que ça dépend des gens en plus. Oui, bah non, ça serait trop facile. Et il y a des aliments anti-inflammatoires, ça vous pouvez aller regarder, il y a plein de vidéos qui existent, des bouquins, etc. C'est pour tout le monde pareil ou ça dépend des gens? Là, il y a des personnes, la plupart du temps, tu peux avoir une liste, à peu près, genre tous les fruits et les légumes, en général, comme par hasard. rentrent dans la liste. Oui, comme par hasard, pour toi. Mais après, il y a des personnes qui vont plus ou moins digérer, certains fruits, certains légumes, et donc ça, après, c'est aussi, à expérimenter. Mais je parle de l'alimentation parce que c'est quelque chose que, là, je suis en train, moi, d'expérimenter.
et où en fait je suis curieuse, j'observe les Alors réponses. tu manges des trucs, tu testes, est-ce que je suis inflammée ou pas? C'est un peu ça. Vu que moi j'ai des douleurs abdominales, etc. Du coup je regarde qu'est-ce qui va générer peut-être plus de gonflement, du coup qui peut générer du coup plus de tension, Ouais. tout ça quoi. Ouais. Mais de façon générale, l'alimentation, et aujourd'hui il y a des études qui le montrent, et j'ai écouté un super podcast sur le sujet, je te mettrai la référence, qui fait le lien, donc c'est les études scientifiques qui font le lien entre l'alimentation et la santé mentale, et notamment la dépression, tout ça. Qu'est-ce que tu conseillerais, d'une part, à d'autres gens qui ont des douleurs chroniques, et à leurs proches? Qu'est-ce que tu conseillerais à un proche de quelqu'un qui a des douleurs chroniques? Si cette personne nous demandait des conseils pour mieux accompagner ou mieux aider, ou j'en sais rien, mieux vivre avec un proche qui a des maladies, des douleurs chroniques. Communiquer. Finalement, il n'y a pas de conseil tout fait, puisque chacun vit la douleur de façon très différente, suivant son parcours, son vécu, et ses expériences de la vie. Donc ça va être vraiment d'être au plus proche de ce qui se passe pour la personne. Et la communication, elle est importante parce que lorsqu'il y a des douleurs, il peut y avoir une fermeture aussi à l'autre dans la relation, parce que il y a plus d'espace, parce que c'est trop difficile, et du coup ça peut amener beaucoup d'interprétation et de projection. Et moi ça a pu m'arriver que certaines personnes fassent des choses en pensant m'aider ou me soutenir, et en fait c'est pas de ça dont j'avais besoin. Et s'il y a pas de communication, finalement il y a des actions en fait qui sont inutiles. Je veux dire, si ce dont j'ai besoin c'est une aide concrète et pratique, qu'on me porte ça, et qu'en fait la personne elle fait pas, mais elle est très empathique avec les douleurs que j'ai, en fait c'est pas aidant. Et inversement, si en fait ce dont là j'ai besoin c'est plutôt une écoute, et pas qu'on mette de façon pratico-pratique, voilà, ça peut créer beaucoup de quiproquos et de frustration de part et d'autre. Après, il y a des associations pour les proches aidants dans certaines maladies, et aussi dans certaines maladies chroniques. Sachez aussi que pour les aidants, il y a une reconnaissance possible par l'État lorsqu'on fait la demande au niveau de la maison, la MDPH, dans le dossier à envoyer. Et est-ce qu'il y avait une autre question? Ouais, la question c'était aussi pour les autres douleurs chroniques, en gros, qu'est-ce que tu conseillerais dans le lien avec les proches, je sais pas. La même chose. Ouais, communiquer. Et aussi d'aller chercher des ressources à l'extérieur, parce que en fait souvent on va avoir quand il y a de la douleur, il n'y a pas beaucoup de ressources, et du coup on va se tourner vers le plus simple, le plus facile, et c'est souvent les proches. Et c'est certes usant d'avoir mal, mais c'est très usant aussi de vivre avec des personnes qui ont mal. Ça fatigue aussi, parce que c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui a des douleurs, de l'entendre gémir, de l'entendre avoir mal, de l'avoir pleuré, ou de voir la personne souffrir. Et du coup d'avoir d'autres espaces où il peut y avoir du ressourcement, que ce soit chez d'autres proches, de faire des pauses ailleurs, soit vers des professionnels, que ce soit des professionnels de santé mentale, soit des médecins, soit parfois aussi des groupes de parole, des choses comme ça. Ça permet d'aller vers d'autres ressources, ouais. Et de sortir de l'isolement qu'on peut avoir à vouloir plutôt s'enfermer dans un environnement où on se sent en sécurité, où on sait qu'on va être accueilli, et on peut avoir peur aussi des réactions, des personnes qui nous connaissent pas, peur d'en parler. Et en fait, moi j'aurais vraiment tendance à inviter à chacun à sa mesure, mais à oser libérer la parole, oser parler de ce que vous vivez, quoi que ce soit en fait, mais dans la douleur chronique, de oser dire en fait aujourd'hui ça va pas,
pouvoir dire quand ça va, pouvoir dire quand ça va pas, sans forcément en faire une montagne en fait, mais que ce soit su. C'est un peu la difficulté quand vous arrivez au travail et qu'on vous dit bon oui ça va, et en fait de pouvoir dire en fait là aujourd'hui je traverse un épisode un peu difficile, voilà, c'est un peu difficile pour moi d'être là, mais je gère, voilà, de toute façon si vous gérez pas vous allez pas au travail, c'est pas possible, enfin je vous le souhaite, de pas faire du forcing sur votre corps, mais voilà, de pouvoir dire là je suis dans un passage un peu difficile, ça veut pas dire que les personnes auront une attention pour vous, mais vous avez fait ce qui était en votre pouvoir pour pouvoir juste informer de la situation, quoi. Oui, ça n'oblige à rien, mais c'est une façon d'avoir l'info, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que s'ils veulent en faire quelque chose, ils peuvent. Oui. Mais il n'y a pas d'obligation qu'ils en fassent quelque chose. Et moi, j'ai vraiment eu l'expérience de... parfois, on a l'impression que... Pour nous, par exemple, ça nous coûte beaucoup de... Je sais pas... pardon, je vais pas parler en nous. Pour moi, ça me coûte beaucoup de porter un sac et de l'amener d'un point A à un point B. Et parfois, j'ai besoin de me déplacer d'un endroit A à un endroit B au travail. En fait, je me suis rendu compte que juste exprimer le besoin, en fait, d'avoir de l'aide à cet endroit, mais mes collègues, elles le faisaient avec grand plaisir, en fait. Enfin, et c'est presque devenu un réflexe après, et c'était plus une charge pour personne, du coup. Et de me rendre compte que, en fait, pour moi, ce qui avait un vrai coût, et pour elles, en fait, ce qui était une façon de contribuer, du coup, c'était facile. Mmh. Et avant d'oser en parler, en fait, je prenais cette charge sur moi, et ça avait un vrai impact sur ma santé au travail. Je dis pas que c'est faisable partout, j'en connais aussi les limites, et j'ai envie de vous proposer de l'aller vers, quoi. Mmh. Parce que c'est difficile d'exiger des autres qu'ils soient attentifs à nos problématiques si nous-mêmes finalement on n'est pas moteur de pouvoir expliciter en fait c'est quoi ces problématiques, c'est quoi nos besoins, c'est quoi la demande, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contribuer, voir est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent faire quelque chose pour contribuer, qui aurait qui ne leur coûterait rien. Je vis comme une personne, un être humain qui a à cœur de vivre avec d'autres êtres humains dans quelque chose qui fait sens pour moi, et donc du coup je vais agir en ce sens en fait. Et handicap ou pas handicap, quelque part la façon dont je vais chercher à être en relation, exprimer une demande pour m'apporter du confort dans ma vie, elle est même parfois pas m'apporter du confort, juste pouvoir réduire moi je le vis, voilà, par exemple je le formule comme apporter du confort, mais en fait en réalité je pourrais aussi le voir sous ça va me minimiser mes douleurs, ça va réduire mon inconfort, mais je le vois comme ça va m'apporter du confort. Si la personne elle répond oui à ma demande de porter telle charge, tel sac, en fait ça va m'apporter de la joie, parce que du coup en fait c'est chouette, c'est ça en moins dans ma journée comme charge, et du coup peut-être que je vais pouvoir faire autre chose. Par exemple, j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui n'aime pas ça, mais qui du coup accepte de faire certaines tâches ménagères. J'ai de la joie à me dire ok, quand il peut pas, je vais faire la vaisselle, et certes c'est d'énergie que je vais mettre à faire la vaisselle, mais ça me plaît de contribuer pour mon conjoint qui là en fait en a vraiment marre de faire de la vaisselle, donc arrêter de faire la vaisselle, et mais le nombre de fois où lui il le fait, en fait ça veut dire que je vais pouvoir avoir plus d'énergie pour passer un temps social avec lui, aller peut-être faire de l'activité physique adaptée ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a pas de logique de comptabilité en fait. Il y a un endroit où je m'adapte avec le réel, et quand je fais quand je fais une demande, je vois pas juste l'autre doit s'adapter ou je vais m'adapter ou quoi. Je vois juste j'ai un être humain en face de moi, j'ai envie de rentrer en relation avec lui, du coup il est là, en fait, qu'est-ce que je risque? Un non. C'est un peu la différence entre demande et exigence aussi. C'est en fait quand ton conjoint il fait la vaisselle, ça te permet d'économiser de l'énergie, et donc t'as de la joie à ce qu'il fasse la vaisselle entre guillemets.
Et quand il en a vraiment ras-le-bol, etc., bah, en fait, il a le droit d'en avoir ras-le-bol dans ton monde. Dans ton monde, cet être humain-là, il a le droit de dire nique sa mère la vaisselle, cette fois c'est toi qui t'y colle, et quelque part t'auras aussi de la joie à faire cette vaisselle à ce moment-là, parce que tu as conscience qu'en la faisant, tu prends en compte et tu laisses à ton conjoint le droit d'en avoir marre aussi, et lui aussi d'avoir des limites et d'avoir des émotions en fait. Moi, je rencontre beaucoup de personnes dans mon parcours, que ce soit personnellement ou professionnellement, qui sont en fait en situation de handicap, mais qui vont pas faire les démarches, soit parce que par méconnaissance, c'est-à-dire que se rendent compte 15-20 ans plus tard qu'elles ont des droits et qu'elles pourraient avoir une reconnaissance de travailleur handicapé et du coup avoir des aménagements de poste, par exemple, et soit par pas envie, et ça je le comprends aussi tout à fait, de rentrer dans ce système en fait. Et de venir alimenter quelque chose. Enfin, moi, j'ai vécu des moments très désagréables, et je pense que franchement, c'est pas les pires qu'on pourrait vivre pour en avoir entendu d'autres, où, en fait, quand il y a pas, je sais pas, par exemple, la pharmacie, il y a pas forcément de caisse pour les personnes en situation de handicap, où c'est pas fait de sorte qu'on peut y aller un peu discrètement, montrer la carte, etc. Je me suis retrouvée dans des situations où du coup je passe sur le côté, je demande comment ça se passe au pharmacien, et le pharmacien il prend ma carte, il la montre à tout le monde, elle est handicapée, c'est pour ça qu'elle passe avant. Et vraiment, ah oui, comme s'il voulait pas que les gens s'énervent. oui, c'est ça, exactement, sauf que sans prendre en considération du tout mon vécu à moi. Donc in fine, heureusement j'étais pas toute seule ce jour-là, et en fait c'est la personne qui m'accompagnait qui est restée, qui a fait les démarches, et moi je suis sortie en fait, sinon j'allais lui exploser à la figure. J'ai trouvé ça tellement, enfin en fait il m'aurait demandé de le faire, je l'aurais fait, mais tout d'un coup j'étais juste une handicapée quoi, j'étais pas autre chose que ça. Pour le coup c'était toi l'objet là. Oui c'est ça, et du coup et ça je pense que il me semble pour avoir regardé pas mal de témoignages etc, ça arrive quand même assez fréquemment, et ça démontre le fait que ça doit aller dans les deux sens en fait. Moi ça me dérange pas d'expliciter la situation, mais j'ai pas envie d'être pointée du doigt et stigmatisée comme juste une personne handicapée. Et c'est ça que peut générer en fait cette reconnaissance par le système, d'être juste vue comme une carte une carte de mobilité, inclusion, etc. Et comme dans tout système, voilà, il y a des points, des choses qui sont positives et des choses qui pourraient être à réfléchir. On parlait de processus de deuil tout à l'heure. Je pense que un des processus dans l'acceptation du handicap et qui rejoint le deuil, c'est l'acceptation d'être faillible, en fait, d'être vulnérable, d'accepter de se reconnaître comme un humain vulnérable qui a des failles et qui peut pas faire plus que ce qu'il fait aujourd'hui, et donc accepter que je sais rien, que ce soit le bordel, qu'on puisse pas se doucher aujourd'hui, qu'on puisse pas s'habiller, qu'on puisse pas se lever du lit, voilà. Il y a presque quelque chose, c'est pour ça que je disais que c'était difficile quand on le vivait pas, c'est que ça rapproche d'un aspect de l'acceptation de la finitude en fait. Je suis plus au contact, je pense, de la question de la mort, de la question de la souffrance, etc., que quelqu'un qui vit pas ces douleurs, ou vit pas d'autres situations adverses dans la vie, puisqu'il y a plein de situations adverses dans la vie qui font que on est plus au contact de ça. Est-ce que tu aurais un mot de la fin par rapport à cette thématique de douleur chronique ? Je pense que l'intention avec laquelle je participe à cet épisode, c'est d'avoir envie de partager un message d'espérance dans la confiance que chacun peut avoir en lui pour pouvoir aller vers un mieux-être au quotidien avec les douleurs chroniques. La confiance qu'en tant que proche ou aidant on peut avoir dans les personnes avec lesquelles vous vivez et qui vivent peut-être ou qui vivront, je ne sais pas, des douleurs chroniques ou de la douleur chronique. En fait, c'est un peu le mot que je trouve qui revient souvent, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans mes accompagnements professionnels. C'est en fait, faites-vous confiance. Vous êtes la meilleure personne
pour vous connaître, vous reconnaître à l'endroit où vous êtes et aller chercher du soutien, expérimenter, être curieux et avoir envie de continuer d'avancer avec ou sans la douleur quand elle est pas là ou quand elle est là. Je crois que c'est un peu ce mot, moi, qui m'anime et qui a mis du temps à faire sens de pouvoir me dire qu'en fait j'étais la meilleure personne pour pouvoir savoir ce que je vivais, ce que je traversais et que personne allait reconnaître à ma place ce que c'était la douleur chronique pour moi. Ouais, je crois que c'est un truc dans lequel tombent certaines personnes que j'ai pu accompagner, c'est d'écouter davantage ce que dit le médecin que ce que leur dit leur corps. Avec le risque parfois du coup de prendre aveuglément n'importe quel traitement parce que c'est ce que le médecin a dit et du coup quand on me parle question de la parole du médecin parce que c'est lui qui sait, partout il a fait 10 ans d'études et en fait les médecins, ouais, ils ont des compétences, ils ont des connaissances, mais ils n'auront pas votre expérience de votre maladie, de votre souffrance, de vos douleurs et ce que vous avez à dire est au moins aussi important que ce que le médecin a à dire, dans le sens où c'est votre vie en fait. C'est vous qui allez prendre les trucs, qui allez devoir gérer. Le médecin, lui, il vous voit un quart d'heure, 20 minutes, et après il rentre chez lui, il passe à un autre patient, donc... Ouais, il y a quelque chose que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui est la question de l'autogestion dans la douleur chronique. Il y a beaucoup d'études qui existent, qui ont été faites au Canada. Il y a beaucoup de MOOC gratuits qui utilisent, on parlait de l'ACT notamment, mais certaines approches thérapeutiques et qui permettent en fait de découvrir son fonctionnement avec la douleur en ayant une compréhension et un modèle théorique de la douleur chronique. Parce que ça reste facile de dire faites-vous confiance. Et en même temps, des biais, il y en a des tonnes. J'en ai traversé pas mal. Je veux dire, la kinésiophobie, c'est vraiment quelque chose qui est encore très présent dans ma vie, et notamment d'éviter certaines situations par peur d'avoir mal, etc. Et comment ça vient aussi impacter négativement, en fait, ma vie au quotidien. Et ça, ça demande certes de se faire confiance, mais ça demande aussi d'avoir les bonnes informations et ces informations elles existent, mais voilà, faut parfois peut-être aller les chercher quoi. Et écoute, merci beaucoup pour ton partage, ton témoignage et toutes les pistes que tu donnes. Merci à toi d'ouvrir un espace pour ça. J'espère sincèrement et avec beaucoup d'ouverture et d'envie aussi que ce témoignage puisse vous parler, résonner, que vous soyez directement concerné ou pas, et que ça puisse aussi vous ouvrir d'autres espaces de réflexion, voire de rencontres. Donc ce serait aussi un plaisir si vous souhaitez venir échanger avec moi, que ce soit dans les commentaires ou sur mon Instagram. C'est quoi ton Instagram du coup ? Ophélie Perrin, thérapeute. Ok, je le mettrai en description. Voilà. Écoute, prends bien soin de toi, et puis à bientôt sur Insta. À bientôt.